Bonjour à tous, nous retrouvons les aventures d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Nous en étions au chapitre 3, l'évasion d'Arsène Lupin. Bonne écoute. C'est dans ces conditions que les débats s'ouvrirent. L'affluence y fut énorme. Personne qui ne voulut voir le fameux Arsène Lupin et ne savoura d'avance la façon dont il se jouerait du président. Avocats et magistrats, chroniqueurs et mondains, artistes et femmes du monde, le tout Paris se pressa sur les bancs de l'audience. Il pleuvait. Dehors, le jour était sombre. On vit mal Arsène Lupin lorsque les gardes l'eurent introduit. Cependant, son attitude lourde, la manière dont il se laissa tomber à sa place, son immobilité indifférente et passive ne prévinrent pas en sa faveur. Plusieurs fois son avocat, un des secrétaires de maître Danval, celui-ci ayant jugé indigne de lui le rôle auquel il était réduit, plusieurs fois son avocat lui adressa la parole. Il hochait la tête et se taisait. Le greffier lut l'acte d'accusation, puis le président prononça. « Accusé, levez-vous. Votre nom, prénom, âge et profession. » Ne recevant pas de réponse, il répéta. « Votre nom. Je vous demande votre nom. » Une voix épaisse et fatiguée articula « Baudru Désiré. » Il y eut des murmures. Mais le président repartit. « Baudru Désiré. Ah, bien, un nouvel avatar. Comme c'est à peu près le 8e nom auquel vous prétendez, et qu'il est sans doute aussi imaginaire que les autres, nous nous en tiendrons, si vous le voulez bien, à celui d'Arsène Lupin, sous lequel vous êtes plus avantageusement connu. » Le président consulta ses notes et reprit. « Car, malgré toutes les recherches, il a été impossible de reconstituer votre identité. Vous présentez ce cas assez original dans notre société moderne de n'avoir point de passé. Nous ne savons qui vous êtes, d'où vous venez, où s'est écoulée votre enfance, bref, rien. Vous jaillissez tout d'un coup, il y a 3 ans, on ne sait au juste de quel milieu, pour vous révéler tout d'un coup Arsène Lupin. C'est-à-dire un composé bizarre d'intelligence et de perversion, d'immoralité et de générosité. Les données que nous avons sur vous avant cette époque sont plutôt des suppositions. Il est probable que le nommé Rosta, qui travailla il y a 8 ans aux côtés du prestidigitateur Dixon, n'était autre qu'Arsène Lupin. Il est probable que l'étudiant russe, qui fréquenta il y a 6 ans le laboratoire du docteur Altier à l'hôpital Saint-Louis, et qui souvent surprit le maître par l'ingéniosité de ses hypothèses sur la bactériologie et la hardiesse de ses expériences dans les maladies de peau, n'était autre qu'Arsène Lupin. Arsène Lupin également, le professeur de lutte japonaise qui s'établit à Paris, bien avant qu'on y parlât de jiu-jitsu. Arsène Lupin, croyons-nous, le coureur cycliste qui gagna le grand prix de l'exposition, toucha ses 10 000 francs et ne reparut plus. Arsène Lupin, peut-être aussi, celui qui sauva tant de gens par la petite lucarne du bazar de la Charité et les dévanisa. Et après une pause, le président conclut. Telle est cette époque qui semble n'avoir été qu'une préparation minutieuse à la lutte que vous avez entreprise contre la société. Un apprentissage méthodique où vous portiez au plus haut point votre force, votre énergie et votre adresse. Reconnaissez-vous l'exactitude de ces faits ? Pendant ce discours, l'accusé s'était balancé d'une jambe sur l'autre, le dos rond, les bras inertes. Sous la lumière plus vive, on remarqua son extrême maigreur, ses joues creuses, ses pommettes étrangement saillantes, son visage couleur de terre, marbré de petites plaques rouges et encadré d'une barbe inégale et rare. La prison l'avait considérablement vieilli et flétri. On ne reconnaissait plus la silhouette élégante et le jeune visage dont les journaux avaient si souvent publié le portrait sympathique. On eût dit qu'il n'avait pas entendu la question qu'on lui posait. 2 fois elle lui fut répétée. Alors il leva les yeux, parut réfléchir, puis, faisant un effort violent, murmura
Baudru, Désiré. Le président se mit à rire. Je ne me rends pas un compte exact du système de défense que vous avez adopté, Arsène Lupin. Si c'est de jouer les imbéciles et les irresponsables, libre à vous. Quant à moi, j'irai droit au but sans me soucier de vos fantaisies. Et il entra dans le détail des vols, escroqueries et faux reprochés à Arsène Lupin. Parfois, il interrogeait l'accusé. Celui-ci poussait un grognement ou ne répondait pas. Le défilé des témoins commença. Il y eut plusieurs dépositions insignifiantes, d'autres plus sérieuses, qui toutes avaient ce caractère commun de se contredire les unes les autres. Une obscurité troublante enveloppait les débats, mais l'inspecteur principal Ganimard fut introduit et l'intérêt se réveilla. Dès le début, toutefois, le vieux policier causa une certaine déception. Il avait l'air, non pas intimidé, il en avait vu bien d'autres, mais inquiet, mal à l'aise. Plusieurs fois, il tourna les yeux vers l'accusé avec une gêne visible. Cependant, les deux mains appuyées à la barre, il racontait les incidents auxquels il avait été mêlé, sa poursuite à travers l'Europe, son arrivée en Amérique. Et on l'écoutait avec avidité, comme on écouterait le récit des plus passionnantes aventures. Mais, vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin, à 2 reprises il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit « Si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. » Non. Non, seulement... Il se tut, regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit « Je demande l'autorisation d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un mystère qu'il faut que j'éclaircisse. » Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée, puis il retourna à la barre. Et là, d'un ton un peu solennel, il prononça « Monsieur le Président, j'affirme que l'homme qui est ici en face de moi n'est pas Arsène Lupin. » Un grand silence accueillit ces paroles. Le président, interloqué, d'abord s'écria « Ah ça, mais que dites-vous? Vous êtes fou ?» L'inspecteur affirma posément. À première vue, on peut se laisser prendre à une ressemblance qui existe, en effet, je l'avoue. Mais il suffit d'une seconde d'attention, le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau, enfin quoi? Ce n'est pas Arsène Lupin. Et les yeux donc? A-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique? Voyons, expliquez-vous, que prétendez-vous, témoin? Est-ce que je sais? Il aura mis en son lieu et place un pauvre diable que l'on allait condamner, à moins que ce ne soit un complice. Des cris, des rires, des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit mander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens et suspendit l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait entre Arsène Lupin et cet homme qu'une très vague similitude de traits. « Mais alors, s'écria le président, quel est cet homme? D'où vient-il? Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice ?» On introduisit les 2 gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante, ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit. « Oui, je crois bien que c'est lui. »« Comment vous croyez ? » Ben, dame, je l'ai à peine vu. On me l'a livré le soir, et depuis 2 mois, il reste toujours couché contre le mur. Mais avant ces 2 mois... Ah, avant, il n'occupait pas la cellule 24. Le directeur de la prison précisa ce point. Nous avons changé le détenu de cellule après sa tentative d'évasion. Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis 2 mois? Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il se tenait tranquille. Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis, non. Alors qui est-il? Je ne le saurais dire. Nous sommes donc en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a 2 mois. Comment l'expliquez-vous?
C'est impossible. Alors, en désespoir de cause, le président se tourna vers l'accusé et d'une voix engageante « Voyons, accusé, pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice ?» On eût dit que ce ton bienveillant désarmait la méfiance ou stimulait l'entendement de l'homme. Il essaya de répondre. Enfin, habilement et doucement interrogé, il réussit à rassembler quelques phrases d'où il ressortait ceci. 2 mois auparavant, il avait été amené au dépôt. Il y avait passé une nuit et une matinée. Possesseur d'une somme de 75 centimes, il avait été relâché. Mais comme il traversait la cour, 2 gardes le prenaient par le bras et le conduisaient jusqu'à la voiture pénitentiaire. Depuis, il vivait dans la cellule 24. Pas malheureux, on y mange bien, on y dort pas mal. Aussi n'avait-il pas protesté. Tout cela paraissait vraisemblable. Au milieu des rires et d'une grande effervescence, le président renvoya l'affaire à une autre session pour supplément d'enquête. L'enquête, tout de suite, établit ce fait consigné sur le registre d'écrou. 8 semaines auparavant, un nommé Baudru Désiré avait couché au dépôt. Libéré le matin, il quittait le dépôt à 2 heures de l'après-midi. Or, ce jour-là, à 2 heures, interrogé pour la dernière fois, Arsène Lupin sortait de l'instruction et repartait en voiture pénitentiaire. Les gardiens avaient-ils commis une erreur? Trompés par la ressemblance, avaient-ils eux-mêmes, dans une minute d'inattention, substitué cet homme à leur prisonnier? Il eût fallu vraiment qu'ils y missent une complaisance que leurs états de service ne permettaient pas de supposer. La substitution était-elle combinée d'avance? Outre que la disposition des lieux rendait la chose presque irréalisable, il eût été nécessaire, en ce cas, que Baudru fût un complice et qu'il se fût fait arrêter dans le but précis de prendre la place d'Arsène Lupin. Mais alors, par quel miracle, un tel plan uniquement fondé sur une série de chances invraisemblables, de rencontres fortuites et d'erreurs fabuleuses avait-il pu réussir? On fit passer Désiré Baudru au service anthropométrique. Il n'y avait pas de fiche correspondant à son signalement. Du reste, on retrouva aisément ses traces. À Courbevoie, à Asnières, à Levallois, il était connu. Il vivait d'aumône et couchait dans une de ces cahutes de chiffonniers qui s'entassent près de la barrière des Ternes. Depuis 1 an, cependant, il avait disparu. Avait-il été embauché par Arsène Lupin? Rien n'autorisait à le croire. Et quand cela eût été, on n'en eût pas su davantage sur la fuite du prisonnier. Le prodige demeurait le même. Des 20 hypothèses qui tentaient de l'expliquer, aucune n'était satisfaisante. L'évasion seule ne faisait pas de doute, et une évasion incompréhensible, impressionnante, où le public, de même que la justice, sentait l'effort d'une longue préparation, un ensemble d'actes merveilleusement enchevêtrés les uns dans les autres, et dont le dénouement justifiait l'orgueilleuse prédiction d'Arsène Lupin, je n'assisterai pas à mon procès. Au bout d'1 mois de recherches minutieuses, l'énigme se présentait avec le même caractère indéchiffrable. On ne pouvait cependant pas garder indéfiniment ce pauvre diable de Baudru. Son procès eût été ridicule. Quelle charge avait-on contre lui? Sa mise en liberté fut signée par le juge d'instruction. Mais le chef de la sûreté résolut d'établir autour de lui une surveillance active. L'idée provenait de Gallimard. À son point de vue, il n'y avait ni complicité, ni hasard. Baudru était un instrument dont Arsène Lupin avait joué avec son extraordinaire habileté. Baudru libre, par lui, on remonterait jusqu'à Arsène Lupin, ou du moins jusqu'à quelqu'un de sa bande. On adjoignit à Gallimard les 2 inspecteurs Folenfant et Dieuzy, et un matin de janvier, par un temps brumeux, les portes de la prison s'ouvrirent devant Baudru Désiré. Il parut d'abord embarrassé, et marcha comme un homme qui n'a pas d'idée bien précise sur l'emploi de son temps. Il suivit la rue de la Santé et la rue Saint-Jacques. Devant la boutique d'un fripier, il enleva sa veste et son gilet, vendit son gilet moyennant quelques sous, et remettant sa veste, s'en alla. Il traversa la Seine. Au Châtelet, un omnibus le dépassa. Il voulut y monter. Il n'y avait pas de place.
Le contrôleur lui conseillant de prendre un numéro, il entra dans la salle d'attente. À ce moment, Ganimard appela ses 2 hommes près de lui et sans quitter de vue le bureau, il leur dit en hâte. « Arrêtez une voiture. Arrêtez une voiture, non 2, c'est plus prudent. J'irai avec l'un de vous et nous le suivrons. » Les hommes obéirent. Baudru cependant ne paraissait pas. Ganimard s'avança. Il n'y avait personne dans la salle. « Idiot que je suis !» murmura-t-il. J'oubliais la seconde issue. Le bureau communique en effet par un couloir intérieur avec celui de la rue Saint-Martin. Ganimard s'élança. Il arriva juste à temps pour apercevoir Baudru sur l'impériale du Batignolles Jardin des Plantes qui tournait au coin de la rue de Rivoli. Il courut et rattrapa l'omnibus, mais il avait perdu ses 2 agents. Il était seul à continuer la poursuite. Dans sa fureur, il fut sur le point de le prendre collé sans plus de formalité. N'était-ce pas avec préméditation et par une ruse ingénieuse que ce soi-disant imbécile l'avait séparé de ses auxiliaires? Il regarda Baudru. Il somnolait sur la banquette et sa tête ballottait de droite et de gauche. La bouche un peu entr'ouverte, son visage avait une incroyable expression de bêtise. Non, ce n'était pas là un adversaire capable de rouler le vieux Ganimard. Le hasard l'avait servi. Voilà tout. Au carrefour des Galeries Lafayette, l'homme sauta de l'omnibus dans le tramway de la Muette. On suivit le boulevard Haussmann, l'avenue Victor Hugo. Baudru ne descendit que devant la station de la Muette, et d'un pas nonchalant, il s'enfonça dans le bois de Boulogne. Il passait d'une allée à l'autre, revenait sur ses pas, s'éloignait. Que cherchait-il? Avait-il un but? Après 1 heure de ce manège, il semblait harassé de fatigue. De fait, avisant un banc, il s'assit. L'endroit, situé non loin d'Auteuil, au bord d'un petit lac caché parmi les arbres, était absolument désert. 1 demi-heure s'écoula. Impatienté, Ganimard résolut d'entrer en conversation. Il s'approcha donc et prit place aux côtés de Baudru. Il alluma une cigarette, traça des ronds dans le sable du bout de sa canne et dit « Il ne fait pas chaud !» Un silence. Et soudain, dans ce silence, un éclat de rire retentit, mais un rire joyeux, heureux, le rire d'un enfant pris de fou rire et qui ne peut s'empêcher de rire. Nettement, réellement, Ganimard sentit ses cheveux se hérisser sur le cuir soulevé de son crâne. Ce rire infernal qu'il connaissait si bien. D'un geste brusque, il saisit l'homme par les parements de sa veste et le regarda profondément, violemment, mieux encore qu'il ne l'avait regardé aux assises. Et en vérité, ce ne fut plus l'homme qu'il vit. C'était l'homme, mais c'était en même temps l'autre, le vrai. Aidé par une volonté complice, il retrouvait la vie ardente des yeux. Il complétait le masque amaigri. Il apercevait la chair réelle sous l'épiderme abîmé, la bouche réelle à travers le rictus qui la déformait. Et c'étaient les yeux de l'autre, la bouche de l'autre. C'était surtout son expression aiguë, vivante, moqueuse, spirituelle, si claire et si jeune. « Arsène Lupin! Ah, Arsène Lupin !» balbutia-t-il. Et subitement, pris de rage, lui serrant la gorge, il tenta de le renverser. Malgré ses 50 ans, il était encore d'une vigueur peu commune, tandis que son adversaire semblait en assez mauvaise condition. Et puis, quel coup de maître s'il parvenait à le ramener. La lutte fut courte. Arsène Lupin se défendit à peine, et aussi promptement qu'il avait attaqué Ganimard, il lâcha prise. Son bras droit pendait, inerte, engourdi. « Si l'on vous apprenait le jiu-jitsu au quai des Orfèvres, déclara Lupin, tu saurais que ce coup s'appelle le udishigi en japonais. » Et il ajouta froidement, « Une seconde de plus, je te cassais le bras, et tu n'aurais eu que ce que tu mérites. Comment toi, un vieil ami que j'estime, devant qui je dévoile spontanément mon incognito, tu abuses de ma confiance, c'est mal. Eh bien quoi? Qu'as-tu »
Ganimard se taisait. Cette évasion dont il se jugeait responsable, n'était-ce pas lui qui, par sa déposition sensationnelle, avait induit la justice en erreur? Cette évasion lui semblait la honte de sa carrière. Une larme roula vers sa moustache grise. « Eh, mon Dieu, Ganimard, ne te fais pas de bile. Si tu n'avais pas parlé, je me serais arrangé pour qu'un autre parlât. Voyons, pouvais-je admettre que l'on condamnât Baudru Désiré ?» « Alors, murmura Ganimard, c'était toi qui étais là-bas? C'est toi qui es ici? »« Moi, toujours moi, uniquement moi. » »« Est-ce possible? » ?»« Oh, point n'est besoin d'être sorcier. Il suffit, comme l'a dit ce brave président, de se préparer pendant une dizaine d'années pour être prêt à toutes les éventualités. »« Mais ton visage, tes yeux, tu comprends bien que si j'ai travaillé 18 mois à Saint-Louis avec le docteur Altier, ce n'est pas par amour de l'art. J'ai pensé que celui qui aurait un jour l'honneur de s'appeler Arsène Lupin devait se soustraire aux lois ordinaires de l'apparence et de l'identité. L'apparence, mais on la modifie à son gré. Telle injonction hypodermique de paraffine vous boursoufle la peau, juste à l'endroit choisi. L'acide pyrogallique vous transforme en mohican. Le suc de la grande chélidoine vous orne de dartres et de tumeurs du plus heureux effet. Tel procédé chimique agit sur la pousse de votre barbe et de vos cheveux, tel autre sur le son de votre voix. Joints à cela 2 mois de diète dans la cellule numéro 24, des exercices 1000 fois répétés pour ouvrir ma bouche selon ce rictus, pour porter ma tête selon cette inclinaison, et mon dos selon cette courbe. Enfin 5 gouttes d'atropine dans les yeux pour les rendre hagards et fuyants, et le tour est joué. Je ne conçois pas que les gardiens... La métamorphose a été progressive. Ils n'ont pu remarquer l'évolution quotidienne. Mais Baudru Désiré, Baudru existe. C'est un pauvre innocent que j'ai rencontré l'an dernier et qui vraiment n'est pas sans offrir avec moi une certaine analogie de traits. En prévision d'une arrestation toujours possible, je l'ai mis en sûreté et je me suis appliqué à discerner dès l'abord les points de dissemblance qui nous séparaient pour les atténuer en moi autant que cela se pouvait. Mes amis lui ont fait passer une nuit au dépôt, de manière qu'il en sortit à peu près à la même heure que moi et que la coïncidence fut facile à constater. Car, note-le, il fallait qu'on retrouvât la trace de son passage, sans quoi la justice se fût demandé qui j'étais. Tandis qu'en lui offrant cet excellent Baudru, il était inévitable, tu entends, inévitable qu'elle sauterait sur lui, et que malgré les difficultés insurmontables d'une substitution, elle préférerait croire à la substitution plutôt que d'avouer son ignorance. Oui, en effet, murmura Ganimard. Et puis, s'écria Arsène Lupin, j'avais entre les mains un atout formidable, une carte machinée par moi dès le début, l'attente où tout le monde était de mon évasion. Et voilà bien l'erreur grossière où vous êtes tombés, toi et les autres, dans cette partie passionnante que la justice et moi nous avions engagée et dont l'enjeu était ma liberté. Vous avez supposé, encore une fois, que j'agissais par fanfaronnade, que j'étais grisé par mes succès ainsi qu'un blanc-bec. Moi, Arsène Lupin, une telle faiblesse. Et pas plus que dans l'affaire Cahorn, vous ne vous êtes dit, du moment qu'Arsène Lupin crie sur les toits qu'il s'évadera, c'est qu'il a des raisons qui l'obligent à crier. Mais sapristi, comprends donc que pour m'évader, sans m'évader, il fallait que l'on crût d'avance à cette évasion, que ce fût un article de foi, une conviction absolue, une vérité éclatante comme le soleil. Et ce fut cela. De par ma volonté, Arsène Lupin s'évaderait. Arsène Lupin n'assisterait pas à son procès. Et quand tu t'es levé pour dire « Cet homme n'est pas Arsène Lupin », il eût été surnaturel que tout le monde ne crût pas immédiatement que je n'étais pas Arsène Lupin. Qu'une seule personne doutât, qu'une seule émit cette simple restriction. Ici, c'était Arsène Lupin. À la minute même, j'étais perdu. Il suffisait de se pencher sur moi, non pas avec l'idée que je n'étais pas Arsène Lupin, comme tu l'as fait, toi et les autres, mais avec l'idée que je pouvais être Arsène Lupin. Et malgré toutes mes précautions, on me reconnaissait. Mais j'étais tranquille.
Logiquement, psychologiquement, personne ne pouvait avoir cette simple petite idée. Il saisit tout à coup la main de Ganimard. « Voyons, Ganimard, avoue que 8 jours après notre entrevue dans la prison de la Santé, tu m'as attendu à 4 heures, chez toi, comme je t'en avais prié. »« Et ta voiture pénitentiaire ?» dit Ganimard, évitant de répondre. « Du bluff ! Ce sont mes amis qui ont rafistolé et substitué cette ancienne voiture hors d'usage et qui voulaient tenter le coup. Mais je le savais impraticable sans un concours de circonstances exceptionnelles. Seulement j'ai trouvé utile de parachever cette tentative d'évasion et de lui donner la plus grande publicité. Une première évasion audacieusement combinée donnait à la seconde la valeur d'une évasion réalisée d'avance. De sorte que le cigare, creusé par moi, ainsi que le couteau, et les billets, écrits par moi, et la mystérieuse correspondante, elle et moi ne faisons qu'un. J'ai toutes les écritures à volonté. » Ganimard réfléchit un instant et objecta. « Comment se peut-il qu'au service d'anthropométrie, quand on a pris la fiche de Baudru, on ne se soit pas aperçu qu'elle coïncidait avec celle d'Arsène Lupin ? La fiche d'Arsène Lupin n'existe pas. Allons donc. Ou du moins elle est fausse. C'est une question que j'ai beaucoup étudiée. Le système Bertillon comporte d'abord le signalement visuel, et tu vois qu'il n'est pas infaillible. Et ensuite le signalement par mesure de la tête, des doigts, des oreilles, etc. Là, contre rien à faire. Alors il a fallu payer. Avant même mon retour d'Amérique, un des employés du service acceptait, tant pour inscrire une fausse mesure au début de ma mensuration. C'est suffisant pour que tout le système dévie et qu'une fiche s'oriente vers une case diamétralement opposée à la case où elle devait aboutir. La fiche Baudru ne devait donc pas coïncider avec la fiche Arsène Lupin. Il y eut encore un silence, puis Ganimard demanda « Et maintenant, que vas-tu faire ?»« Maintenant, s'exclama Arsène Lupin, mais je vais me reposer, suivre un régime de suralimentation et peu à peu redevenir moi. C'est très bien d'être Baudru ou tel autre, de changer de personnalité comme de chemise, et de choisir son apparence, sa voix, son regard, son écriture. Mais il arrive que l'on ne s'y reconnaît plus dans tout cela, et que c'est fort triste. Actuellement, j'éprouve ce que devait éprouver l'homme qui a perdu son ombre. Je vais me rechercher et me retrouver. » Il se promena de long en large. Un peu d'obscurité se mêlait à la lueur du jour. Il s'arrêta devant Ganimard. « Nous n'avons plus rien à nous dire, je crois. »« Si, » répondit l'inspecteur, « je voudrais savoir si tu révéleras la vérité sur ton évasion, l'erreur que j'ai commise. »« Oh, personne ne saura jamais que c'est Arsène Lupin qui a été relâché. J'ai trop d'intérêt à accumuler autour de moi les ténèbres les plus mystérieuses pour ne pas laisser à cette évasion son caractère presque miraculeux. Aussi ne crains rien, mon bon ami, et adieu. Je dîne en ville ce soir, et je n'ai que le temps de m'habiller. Je te croyais si désireux de repos. Hélas, il y a des obligations mondaines auxquelles on ne peut se soustraire. Le repos commencera demain. Et où dînes-tu donc ? À l'ambassade d'Angleterre.